La prudence de M. Séguin, le nouveau ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, poursuit ses consultations avec les partenaires sociaux. C'est une prise de contact. Un jaguar français s'écrase sur un quartier populaire de la capitale centrafricaine. 22 morts et une manifestation anti-française cet après-midi à Bangui. José Touré, forfait pour Mexico, mais Vercruis et Ferreri ont d'ores et déjà gagné leur billet pour le mondial après le superbe match d'hier contre l'Argentine. De bonnes vieilles fusées pour lancer des satellites. Après la catastrophe de la navette, les responsables de la NASA ressortent leurs fusées classiques. Madame, Monsieur, bonsoir. Les vins frelatés en provenance d'Italie donnent des aigreurs aux viticulteurs français du Midi. Ils redoutent maintenant que les consommateurs ne se détournent des vins français qui sont parfois coupés avec certains vins italiens. Pourtant, il n'y a guère de crainte à avoir car les risques d'intoxication sont pratiquement nuls en France où des contrôles très sévères sont exercés. Avec une illustration, les 10 000 hectolitres de vin italien bloqués par exemple à Sète, à Marseille et plus récemment dans le Val-de-Marne. Rien ne dit pour le moment qu'ils soient contaminés, mais ils seront de toute façon analysés et éventuellement détruits. Alors, pour comprendre l'inquiétude des viticulteurs français, il faut savoir que la plupart des vins de table français, c'est-à-dire les vins ordinaires, sont coupés avec d'autres vins de façon à obtenir une meilleure qualité. C'est tout à fait légal et ces mélanges font l'objet de contrôles très stricts. Sur ces contrôles, voici le reportage de nos envoyés spéciaux à Marseille, Bruno Ledreff et Bernard Rappet. Votre vin de table sort d'un laboratoire. Qu'il résulte de mélanges de cépages françaises ou étrangers, le coupage s'opère selon des principes quasi scientifiques. On assemble, c'est le terme utilisé par les spécialistes, différents vins pour obtenir un goût qui convienne aux consommateurs. Une opération qui se fait d'abord sur de petites quantités. Et en ce domaine, rien ne remplace le palais humain. Une fois le mélange établi, le vin est soumis à toutes sortes de contrôles, acidité, volatilité, teneur en soufre, fer, cuivre, etc. Dans ce laboratoire d'un grand négociant marseillais, on élabore des DPCE, c'est-à-dire des mélanges de vins de différents pays de la communauté européenne. Les vins suivant les origines de production, qu'elles soient françaises ou d'importation des vins de la communauté européenne, nous permettent de faire des assemblages et d'amener auprès du consommateur un goût bien déterminé. Alors est-ce qu'on a vraiment besoin du vin italien ? Eh bien, le vin italien, oui, parce que le vin italien a également ses qualités. Il est complémentaire dans certains cas. Et jusqu'à maintenant, dans des coupages que nous déterminons pour notre clientèle, celui-ci est absolument nécessaire. Les vins italiens utilisés ici étaient déjà contrôlés. Ils le sont maintenant encore plus étroitement. D'abord à l'arrivée, puis dans le laboratoire lors de l'assemblage. Enfin, des échantillons témoins sont prélevés après mélange dans ces cuves. De quoi rassurer les consommateurs. C'est d'ailleurs un négociant sétois qui, le premier, a alerté les autorités sur la présence anormale d'acide méthylique dans des vins provenant d'Italie. Les consultations de Philippe Séguin. Depuis hier, le nouveau ministre des Affaires sociales et de l'Emploi rencontre ce que l'on appelle les partenaires sociaux. Hier, 2 heures d'entretien avec André Bergeron pour Force ouvrière. Le défilé s'est poursuivi aujourd'hui avec tour à tour Paul Marchesli, Henri Krasuki et Yvon Gattaz pour le CNPF. Calibre moyen de chaque rendez-vous, 2 heures. La preuve sans doute que M. Séguin veut prendre son temps pour évaluer le climat. Jean-Pierre Métivet a suivi cette journée. Peut-être un hasard, mais c'est André Bergeron qui inaugurait hier soir cette série de consultations. Le premier d'une suite ininterrompue qui doit permettre au nouveau ministre des Affaires sociales, Philippe Séguin, de tester les intentions des syndicalistes sur les projets du gouvernement. Seule pomme de discorde apparente, le droit de licenciement. Ce matin, Paul Marchesli, leader de la CGC, a plaidé pour de nouvelles garanties en cas de suppression de l'autorisation administrative de licenciement. De Henri Krasuki, qui prend immédiatement sa relève, on attendait une déclaration choc. Ce fut un commentaire désabusé. Pour lui, rien de nouveau. Le gouvernement envisage un certain nombre de dispositions dont certaines prolongent ce que nous avons eu à combattre dans la période récente et qui s'inscrivent dans ce qu'on a appelé la flexibilité, mais c'est un mot, derrière se cachent bien des choses. Mais c'est peut-être Jean Bornard qui va donner la clé de ce ton feutré adopté par les syndicats. Le gouvernement, dit-il, avancerait avec prudence et aurait peut-être renoncé au projet d'un SMIC pour les jeunes. Le ministre a pratiquement été d'accord pour reconnaître que plutôt
que de réduire le SMIC pour les jeunes, il valait mieux s'orienter vers les contrats de formation en alternance qui prévoient des allègements de charges patronales, mais en échange de certaines actions de formation. Les consultations continuent, elles s'achèveront demain, en attendant une vaste rencontre de tous les partenaires sociaux avec Jacques Chirac, le Premier ministre, dans les prochaines semaines. Au centre des entretiens, il y avait bien sûr l'emploi. C'est le thème majeur développé ces derniers jours et notamment hier au Conseil des ministres par le nouveau gouvernement de Jacques Chirac. Un problème que se partagent d'ailleurs sans joie la plupart des pays européens qui sont touchés par la crise. Avec des choix différents, des solutions différentes et parfois même des initiatives qui peuvent pour nous Français paraître stupéfiantes. C'est le cas en Italie où les entreprises peuvent mettre leurs employés entre parenthèses pendant quelques mois ou pendant quelques années, le temps de reprendre pied sur le marché. C'est par exemple ce qui se pratique chez Fiat. Regardez ce reportage de Nicolas Jacobs et Philippe Peter. Septembre 80 à Turin, le conflit le plus dur qu'ait connu Fiat. La firme vient d'annoncer qu'elle doit licencier 14 000 personnes. Pendant 3 semaines, les syndicats se mobilisent. Un compromis est trouvé, aucun licenciement, mais la caisse d'intégration pour 23 000 personnes. Ce système, Fausto Cristofari en bénéficie depuis plus de 5 ans. Il a toujours son contrat de travail avec Fiat, mais n'a plus le droit de pénétrer dans l'usine et il touche près de 90% de son salaire. En 1980, je pensais que cette situation se prolongeait pour 2 ans, 3 ans. Cela a duré près de 6 ans. Fiat vient seulement d'annoncer la réintégration de Fausto et de 5 000 de ses collègues encore sans emploi. La caisse d'intégration, financée presque en totalité par l'État, a permis à Fiat de mettre à l'écart sans licencier le personnel en sureffectif, le temps de se restructurer. La firme turinoise est aujourd'hui modernisée, elle fait des bénéfices. La caisse d'intégration est un instrument très important pour Fiat. C'est peut-être le seul outil qui ait permis la restructuration de l'industrie italienne, parce qu'en Italie, il est difficile pour des raisons politiques de licencier du personnel, et c'était particulièrement vrai pour Fiat. Mais en échange de ces réintégrations, Fiat impose une flexibilité maximum. La création d'une équipe de nuit, impensable il y a quelques années, comme le recours aux heures supplémentaires ou au chômage technique à chaque fois que cela sera nécessaire. Ces conditions, les syndicats les acceptent. Ils n'ont pas vraiment le choix et leur puissance ne cesse de décliner depuis 80. La casse d'intégration a été dans ces années une menace pour les travailleurs qui sont dans l'usine. Et les travailleurs ont peur de la casse d'intégration et ils ne font pas plus les luttes qu'on faisait 6 ans en avant. Il y a actuellement 350 000 personnes totalement privées d'emploi en caisse d'intégration. Toutes les grandes entreprises ont eu recours à ce système, mais pour l'instant, seul Fiat a respecté la règle du jeu, un chômage qui soit vraiment temporaire, même si cela a demandé 6 ans. Si vous voulez en savoir plus sur ces caisses d'intégration telles qu'elles existent en Italie, rendez-vous dans le magazine économique d'Antenne 2 ce soir. C'est aux environs de 22h55, vous y verrez une enquête très complète sur ce problème. Un nouveau patron pour la FNSEA, le premier syndicat agricole français, François Guillaume, passé au ministère de l'Agriculture, est donc remplacé par Raymond Lacombe, élu aujourd'hui. Il a 56 ans, il dirige une exploitation laitière dans l'Aveyron. Voici son portrait brossé par Maryse Manot. C'est un représentant de la petite et moyenne exploitation qui succède à François Guillaume à la tête de la FNSEA. Raymond Lacombe, 56 ans, est producteur de lait sur 24 hectares dans une région difficile, le Sud-Aveyron. C'est une figure du syndicalisme local très attachée à la politique des structures mise en place par l'équipe de Baptiste dans les années 60. À l'époque, il est président de la jeunesse agricole catholique. Ses priorités d'aujourd'hui sont le revenu agricole, mais aussi les exploitations en difficulté. Donc il nous apparaît aujourd'hui que ce dossier doit être traité en priorité au niveau soit d'un réétalement de la dette, soit d'un moratoire quelconque pour que ces agriculteurs puissent continuer à reprendre le train de l'évolution de l'ensemble de leurs collègues. Ces thèmes seront abordés au prochain congrès de la FNSEA du 8 au 10 avril prochain. Un congrès étonnant où Raymond Lacombe accueillera François Guillaume, un congrès test où il devra prouver son indépendance vis-à-vis du nouveau ministre. Oui, Raymond Lacombe qui a décidément l'accent du soleil.
Et puis peut-être du rififi entre la communauté européenne et les États-Unis sur les questions agricoles. Le président Reagan pourrait annoncer lundi des mesures de rétorsion contre la communauté. Il s'agirait de quotas imposés sur les importations de vin et de produits laitiers en Amérique. C'est, semble-t-il, une réaction à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal au marché commun. La mise en place du nouveau Parlement, élu en France le 16 mars. Aujourd'hui, ce sont les socialistes qui se retrouvaient pour élire leur président de groupe. Comme on s'y attendait, c'est Pierre Joxe qui a été désigné. Mais ces journées parlementaires avaient aussi pour but de déterminer la stratégie du PS maintenant qu'il est dans l'opposition. Sa stratégie dans le débat parlementaire. Voici les explications de Daniel Brel. Ex-ministres, élus ou réélus députés, ils étaient nombreux ce matin à rejoindre leurs collègues socialistes réunis pour la première fois depuis le 16 mars. Pas de dispute chez nous, affirmait André Léniel, on sait où on va. Et en effet, Pierre Joxe, seul candidat à ce poste, a été élu président du groupe par acclamation. Il définissait alors les intentions de ses amis. Nous allons arrêter nos positions dans les jours qui viennent, mais en fonction des propositions et des actes du gouvernement. Nous n'avons pas l'intention de faire autre chose que de juger sur pièce. Contrairement aux usages, et pour bien marquer que le parti sera l'élément moteur du soutien au président de la République et l'inspirateur du groupe, c'est Lionel Jospin, le premier secrétaire, qui devait préciser un peu plus tard le style du combat à mener. Nous ne ferons pas du blocage parlementaire. C'est-à-dire nous ne ferons pas le dévoiement de l'institution parlementaire à laquelle se sont livrés, je crois, les partis qui étaient l'opposition avant 1986. Mais nous mènerons des batailles résolues sur le plan parlementaire, certainement. Et puis nous choisirons aussi des angles d'attaque pour être présents dans le pays, que ce soit par des affiches, des tracts, l'appel à l'opinion, la mobilisation de nos adhérents. Nous faisons ça comme une grande formation démocratique qui, on s'en rendra compte lors de la rentrée parlementaire, occupera dans l'hémicycle et donc dans la réalité politique une très grande place, le Parti socialiste. On s'en rendra d'ailleurs encore plus compte quand la majorité actuelle commencera à se fracturer. Lionel Jospin avait ajouté dans le huis clos de la Réunion « François Mitterrand n'est à ma connaissance d'accord sur rien avec le gouvernement Chirac. Peut-être le dira-t-il. Il peut compter sur nous pour le faire savoir. » Jacques Chirac aux côtés de François Mitterrand pour le sommet des pays industrialisés de Tokyo. C'est officiel et c'est un signe de la cohabitation puisque c'est la première fois qu'un Premier ministre assistera à ce genre de sommet. Jusqu'à présent, le chef de l'État était accompagné des seuls ministres des Affaires étrangères et de l'économie. Les ministres forment leur cabinet, ils choisissent leurs collaborateurs, réunissent leur équipe, ce qui nous permet d'évaluer quelles seront les grandes orientations suivies dans chaque ministère. Albin Chalandon, le nouveau garde des Sceaux, vient, lui, de constituer son cabinet. Et le choix des hommes qui l'entourent est intéressant dans la mesure où les problèmes de sécurité ont été présentés comme l'une des priorités du nouveau gouvernement, Paul Lefebvre. Oui, maître mot à la chancellerie, on pioche les dossiers et on se tait. Albin Chalandon n'aurait pas l'intention d'en relever le nez, je veux dire d'intervenir dans les médias d'une manière quelconque avant une semaine ou deux. Mais il dit et il laisse dire, pas question de faire de l'anti-Badinter systématique. Autre consigne, la stabilité de tous les directeurs des grands départements, l'affaire criminelle, civile, la pénitentiaire, de l'équipe Badinter, reste en place. Le retour cependant significatif de deux hommes, deux hauts magistrats qui vont épauler Albin Chalandon et dont la personnalité est révélatrice de la politique envisagée. D'abord, Jean-François Burgelin, ancien patron de l'école de la magistrature avant 81, président de chambre de cour d'appel depuis, affilié certes un temps au syndicat de droite des magistrats, mais homme modéré et calme à la direction du cabinet, et aussi Paul-André Sadon, ancien procureur général de Paris, sous Alain Perfit, collaborateur de 4 gardes des Sceaux auparavant, mis au placard à la Cour de cassation par la gauche et qui s'y ennuyait. C'est lui qui va avoir la charge de penser et de préparer les réformes. Bon juriste, paysan madré, volontiers provocateur, partisan d'une certaine fermeté, d'une fermeté certaine, il fait patte de velours en disant on ne détruit pas, on adapte selon nos idées et notre philosophie de la justice. Objectif numéro 1, préparer le plus vite possible, peut-être pour la session de juin, les textes législatifs compliqués d'ailleurs du plan sécurité de la nouvelle majorité. Quant à la réforme du code pénal, le texte présenté in extremis par Robert Badinter, ce n'est pas le plus urgent, on lit, on voit, on filtre. En somme, à la chancellerie, un changement qu'on veut qualifier de paisible. Elle court, la rumeur, mais ça n'est pas forcément la vérité. La preuve, on parlait ce matin d'une amnistie générale des amendes pour cause d'élection. Eh bien pas du tout, les PV restent les PV et il vous faudra les payer sans broncher, pas d'amnistie en vue.
L'un des jaguars basés en Centrafrique s'est écrasé au décollage de Bangui. Il s'est écrasé sur un quartier populaire. Il y a 22 morts, parmi lesquels de nombreux enfants, car l'avion est tombé sur une école coranique de la capitale. Immédiatement, des manifestations anti-françaises ont éclaté à Bangui. Il y a eu des échauffourées dans plusieurs quartiers de la ville. Sur les conditions de cet accident, voici le commentaire de Bruno Albin. La catastrophe s'est produite aux abords de l'aérodrome de Bangui. Ces jaguars participent aux missions de dissuasion engagées par la France dans l'espace aérien tchadien. Ce matin, immédiatement après le décollage pour un vol d'entraînement, l'un de ces appareils est brutalement tombé en panne mécanique, panne irréversible, dit-on au ministère de la Défense. Le pilote a actionné son siège éjectable. L'avion est allé s'écraser dans l'axe de la piste sur une école du faubourg le plus pauvre de Bangui, quartier baptisé kilomètre 5 parce qu'éloigné de 5 km du centre-ville. Le bilan est extrêmement lourd, 22 morts, dont de nombreux enfants et plusieurs dizaines de blessés. Oui, François Mitterrand a envoyé un télégramme dans lequel il fait part de son émotion. Il présente aussi les regrets et les condoléances de la France après cet accident. La 6e flotte américaine écourte ses manœuvres au large de la Libye. Elles prennent fin ce soir, ce qui devrait détendre un peu l'atmosphère dans la région, même si le canon n'a pas tonné depuis 2 jours. Pour le moment, on en est donc aux grandes manœuvres diplomatiques. Voici le point avec Philippe Gassot. C'est en ramenant tous ces hommes et tous ces appareils que la flotte américaine met un terme à ses manœuvres dans le golfe de Sirte. Sur un plan strictement militaire, la 6e flotte a infligé une solide leçon aux forces de Tripoli. 4 vedettes coulées ou gravement endommagées, une base de missiles SAM-5 anéantie et plusieurs dizaines de morts. Sur un plan diplomatique, l'attitude des Américains est loin de faire l'unanimité. Damas dénonce dans la rue le terrorisme américain, le Conseil de la Ligue arabe souligne l'agression et renouvelle son soutien à la Libye. Les pays non alignés condamnent. L'agence TASS a annoncé en 3 lignes que les manœuvres américaines étaient non pas terminées, mais suspendues. Au Conseil de sécurité de l'ONU réuni à l'initiative de Moscou, un véritable réquisitoire est prononcé par l'ambassadeur soviétique. Il va jusqu'à parler de terrorisme d'État et d'actes de banditisme. Washington reste ferme sur ses positions, le droit de navigation et la légitime défense. Du côté des Alliés, le soutien est loin d'avoir été massif. En dehors d'Israël, c'est plutôt un silence embarrassé qui a prévalu. Même l'Égypte, en délicatesse avec Tripoli, a préféré rester sur sa réserve. À présent que la 6e flotte arrête ses manœuvres avant la date prévue, on ne manquera pas pour les uns de parler de machines arrière américaines à mettre à l'actif de Kadhafi, ou pour les autres d'interventions limitées à mettre au profit du président Reagan, qui a su montrer sa détermination sans aller trop loin. La tension et la confusion à la frontière du Nicaragua et du Honduras en Amérique centrale. D'après Washington, des troupes nicaraguayennes auraient pénétré au Honduras pour attaquer les maquis anticommunistes qui y sont réfugiés. Ce que conteste Managua, mais cela a quand même permis au président américain Reagan de débloquer une nouvelle aide d'urgence pour lutter contre la junte nicaraguayenne. Ce qui ne plaît pas à tout le monde à Washington. Des précisions avec Daniel Lecomte. Oui ou non, les combats se poursuivent-ils? Oui ou non, les troupes du Nicaragua ont-elles pénétré à l'intérieur du Honduras? Difficile de répondre à ces questions, tant la confusion règne ce soir dans ce secteur frontalier, interdit à la presse. Et ce ne sont pas ces 2 hommes, présentés par le Honduras comme la preuve de l'agression, qui permettront d'y voir plus clair. Ils affirment être des soldats nicaraguayens, mais les journalistes présents ne pourront pas en savoir plus. Question de sécurité, répondent leurs geôliers. Ce qui est sûr ce soir, c'est que les hélicoptères américains, une vingtaine en tout, continuent d'acheminer des centaines de soldats honduriens dans cette région. Information confirmée par Washington, où des rumeurs contradictoires circulent quant à la situation sur le terrain. Ainsi, le Pentagone affirme que les combats se poursuivent au Honduras, alors que certains représentants du Parti démocrate vont jusqu'à remettre en cause la thèse de l'incursion des sandinistes dans ce pays. Pour Edward Kennedy, c'est clair, il le dit ici sans nuance, l'administration Reagan joue les Rambo en Amérique centrale. D'autres sénateurs démocrates soupçonnent, eux, la Maison-Blanche d'avoir exagéré l'incident pour faire voter par le Sénat les 100 millions de dollars d'aide aux Contras, ces groupes armés hostiles au régime du Nicaragua. Une bataille gagnée d'avance par Ronald Reagan, confirmation de ce pronostic dans la nuit avec le vote du Sénat. Oui, le président américain a renouvelé à l'instant sa demande d'aide militaire pour les contre-révolutionnaires, donc les maquis communistes anti-nicaraguayens.
4 tués, 26 blessés lors d'un raid israélien au sud Liban. L'objectif des avions de Jérusalem était un camp palestinien. Il y a 11 civils parmi les blessés. Jean-Marc Ilouz. Visé, 3 positions militaires de l'OLP, mais également touché un quartier situé en bordure d'un camp palestinien. À 20 minutes d'intervalle, les 2 vagues de chasseurs-bombardiers israéliens auraient fait 5 morts au moins, tous des combattants palestiniens, et 26 blessés, dont 15 civils. C'était le 2e raid israélien depuis le début de l'année sur les positions palestiniennes au sud Liban. Il intervenait 1h30 à peine après qu'à Saïda, le Fatah, principal groupe armé de l'OLP, eut revendiqué la responsabilité de tirs de roquettes sur un village de Haute-Galilée. Roquettes comme celle-ci, 122 mm de fabrication soviétique, 4 civils israéliens légèrement atteints. Officiellement, Israël ne prononce pas le mot de représailles pour le raid de ce matin, mais préfère parler de maintien de sa politique de vigilance au Liban Sud. La violence encore au Liban avec l'intensification de bombardements dans la montagne chrétienne. Et puis, je vous le rappelle, toujours pas de nouvelles de nos 4 camarades qui sont enlevés maintenant depuis 20 jours. Cela fait 20 jours qu'ils ont été enlevés donc à Beyrouth. 29 personnes tuées en 24 heures en Afrique du Sud. C'est le bilan officiel des affrontements dans l'ensemble du pays. Vous ne verrez pas les images de ces affrontements parce que les autorités sud-africaines ne souhaitent apparemment pas les laisser sortir. Mais il y a sur place des hommes et des femmes qui témoignent, comme ces 2 médecins français arrivés sur les lieux juste après l'une des tueries. C'était dans la région de Pretoria. Ils ont été pris à partie par la police, ils ont été battus. Ils ont ensuite tenu une conférence de presse pour dire ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils avaient subi. Puis ici, là, vous ne le voyez pas, mais c'était l'un des médecins qui avait donc été frappé à coups de fouet par la police sud-africaine. Explosion en chaîne à Melbourne, en Australie. Il y a une vingtaine de blessés, parmi lesquels de nombreux policiers, des attentats qui n'ont pas été revendiqués. C'est apparemment la première fois que l'Australie est ainsi la cible d'actes de terrorisme. Thierry Calmette. Panique dans les rues de Melbourne. Une nouvelle charge vient d'exploser. L'inquiétude grandit dans cette ville du sud de l'Australie. En début d'après-midi, 2 voitures piégées au moins sautaient devant le siège du quartier général de la police. Puis, quelques instants après, des petits engins explosifs éclataient dans le quartier, terrorisant les habitants. Ces attentats ont blessé 22 personnes, dont 2 grièvement brûlées, parmi lesquelles une femme policier et un magistrat. Dans la crainte de... Après la catastrophe de la navette américaine, la NASA et le Pentagone sont bien embarrassés pour lancer leurs satellites. D'où cette idée, puisque la navette est en panne, revenons aux bonnes vieilles méthodes, c'est-à-dire aux fusées qui ont permis d'entamer la conquête de l'espace. Des précisions, Jacques Violet. Depuis que les navettes américaines sont clouées au sol, les militaires du Pentagone piaffent d'impatience. S'ils ne lançaient plus leurs satellites, ils seraient condamnés à ne plus espionner. Alors, les fusées classiques reprennent du service. Aucune navette ne volera donc avant le début 87, sauf si les militaires, justement, avaient besoin pour des raisons de défense nationale d'un de ces énormes espions qui ne tient que dans la soute d'une navette, compte tenu de son poids et de ses dimensions. On a donc évoqué, mais cela paraît peu probable, une mission à haut risque avec un équipage réduit. L'agence spatiale prévoit pour les autres satellites 5 lancements avec des fusées classiques, Delta et Atlas Centaure. 3 satellites militaires seront lancés de Cap Canaveral. Il s'agira de 2 satellites SATCOM pour les communications de la marine américaine en mai et novembre. Et le 14 août, d'un satellite IDS utilisé pour les recherches sur la guerre des étoiles qui sera lancé par une fusée Delta. Les militaires américains ont d'ailleurs toujours utilisé ces fusées classiques pour lancer certains de leurs engins. 2 autres lancements seront consacrés à des satellites civils en mai et en octobre. Les fusées classiques reprennent du service ou continuent leur carrière un peu partout dans le monde. Les soviétiques ont même créé une agence chargée de vendre des lancements avec leurs fusées Proton. Les Chinois, qui mettent en orbite des satellites depuis 1981 avec leur fusée Longue Marche 2, viennent de signer un contrat avec la Suède pour le lancement d'un petit satellite de communication. Quant à Ariane, qui doit quitter Kourou à la fin de la semaine, son carnet de commandes est confortablement rempli pour quelques années.
Un grand absent dans l'équipe de France de football qui va prendre le chemin de Mexico, c'est José Touré. Il a déclaré forfait aujourd'hui pour cause d'opération au genou. C'est dommage. L'international nantais avait décidément sa place sur le terrain. Mais c'est aussi une chance pour les jeunes qui vont avoir leur chance. Parmi eux, il y a Vercruis et Ferreri qui ont fait un tabac hier soir au Parc des Princes devant l'Argentine. Lionel Chamoulot. Le Brésilien du football français n'ira pas au Mexique. À Nantes, cet après-midi, José Touré a été opéré avec succès du ménisque interne et des ligaments croisés du genou droit. Pour Touré, c'est la suite des rendez-vous manqués à cause de blessures. Absent du championnat d'Europe 84, les adducteurs touchés, écarté de la finale des Jeux Olympiques pour les mêmes raisons, Touré est de nouveau frappé contre l'Inter de Milan à la suite de cette mauvaise réception. Le premier examen laissait croire à une simple entorse, il s'agit en fait de lésions au ménisque. Après 48 heures de réflexion, Touré a choisi l'intervention chirurgicale, fini le mondial. Inquiétude aussi pour Bruno Bellone qui arrête le championnat, la cuisse droite a encore lâché hier. Dans ces conditions, les nouveaux bleus renforcent leur candidature à l'avant, comme Jean-Marc Ferreri, l'auteur du premier but. Maintenant dans un moyen mondial, bon, j'espère faire partie de la sélection. Et puis prouver en Espagne, peut-être que je peux postuler un poste devant. Suite des bonnes notes pour Philippe Vercruis. Discret, talentueux et opportuniste près du but, Henri Michel apprécie ce genre de qualité. Ferreri, Vercruis, ces deux-là ne sont pas venus au parc pour rien. Il est certain qu'ils ont marqué des points hier soir et même avant le match d'hier soir, c'était des garçons qui étaient susceptibles d'aller au Mexique, mais c'est vrai que ça peut renforcer ma conviction. La liste définitive pour le Mexique sera connue le 15 avril. Michel hésite encore sur le nom du troisième gardien et sur ceux de 2 ou 3 attaquants. Le reste, merci, ça va. Les résultats du quartet, vous allez les voir apparaître, les voici 5, 8, 2 et 12. Rapport dans l'ordre pour 5 francs, 24 186 francs 50. Et toujours pour 5 francs, mais dans un ordre différent, 1516 francs et 50 centimes. Le Piton de la Fournaise poursuit ses grondements à La Réunion, avec toujours une question. S'agit-il d'une éruption classique, comme on en a déjà connu dans la région, ou sommes-nous en présence du début d'un phénomène plus important? C'est ce que les spécialistes sur place essayent de savoir, mais pour le moment, ils sont encore dans le bleu. Philippe Dumez. Le Piton de la Fournaise s'est un peu calmé, mais par de nombreuses failles, la lave s'écoule toujours, plus impressionnante que dangereuse, du moins pour le moment. Quand l'éruption a commencé il y a une dizaine de jours, 8 habitations ont été détruites, mais heureusement, elles étaient inhabitées. Leurs propriétaires auront la possibilité de se faire dédommager s'ils ont pris la précaution de s'assurer contre les risques naturels. Il n'y a eu aucune victime, mais 500 personnes ont dû être évacuées et rien n'indique qu'elles pourront rapidement regagner leur domicile. Toute une partie de l'île de la Réunion, située entre le volcan et la mer, est en effet interdite. Les volcanologues n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe exactement et en particulier ils redoutent qu'une nouvelle faille s'ouvre en direction de la commune de Saint-Philippe, mais toutes les précautions ont été prévues par le plan sec pour éviter une catastrophe. Ce qui inquiète surtout les spécialistes est ce qui se passe dans la mer. Là, impossible d'observer ou de faire des prélèvements et pourtant certains craignent une importante explosion, mais elle sera imprévisible. Toujours des images très étonnantes. La météo des départs, attention sur la route, la météo des départs maintenant avec Laurent Boussier. Oui, et surtout avec un week-end pascal qui s'annonce plutôt perturbé. Même si la tempête a un petit peu cessé dans la Manche, le vent il reste très fort. Regardez la photo satellite, vous allez comprendre ce qui se passe assez rapidement. Ah bah ça c'est la photo satellite d'hier. Alors c'est dommage, on n'a pas la photo satellite d'aujourd'hui, sinon vous verriez que cette perturbation est déjà complètement passée sur l'est et que nous allons subir demain toute cette traîne nuageuse avec des nuages et des éclaircies. On regarde la carte du temps prévu pour demain, celle-là je suis sûr que c'est la bonne. Avec sur tout l'est du pays un temps couvert, des giboulées, un ciel nuageux avec des giboulées, donc de pluie, de neige et même un petit peu de grêle, encore des éclaircies sur l'extrême sud-est du pays. En revanche, sur l'ouest, ça va aller un tout petit peu mieux avec le retour de belles éclaircies, même très belles sur l'Aquitaine et sur le Pays Basque. Côté température, là aussi elles sont en hausse parce que ces masses d'air sont un petit peu plus chaudes, de 12 à 14 degrés sur la moitié nord du pays, 14 degrés à Paris et de 15 mais jusqu'à 19 sur la moitié sud, 18 degrés à Biarritz et 19 degrés à Perpignan. Vous voyez, ça monte, c'est assez agréable. Alors demain, effectivement, il y a un très gros départ en vacances. Alors la sécurité routière vous demande de ne pas quitter l'Île-de-France, mais c'est vrai aussi pour la plupart des grandes métropoles, entre 12h et 21h. Alors si possible après,
ou avant, entre 12h et 21h, ne pas quitter les grandes métropoles. Notre agenda pour terminer, après cette photo satellite relativement amusante, demain sera le 28 mars, le jour se lèvera à 6h39, se couchera à 19h14, ça vous fait 4 minutes de soleil en plus, et c'est la Saint-Gontran. Pour rattraper le coup, vous mettra demain la photo satellite d'après-demain, comme ça on sera dans les temps. Dernier journal avec Bernard Pradino, c'est aux environs de minuit 10. Et puis demain, premier rendez-vous avec Télématin, c'est à 6h45. Bonsoir, à demain 20h.